Bienvenue dans cette formation consacrée aux hypersensibilités alimentaires. Dans cette vidéo, nous allons voir le rôle de la barrière intestinale. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de parler des travaux de Jean Seignalais. Jean Seignalais, décédé en 2003, était un chercheur français, maître de conférences des universités et praticien hospitalier à Montpellier, où il a dirigé le laboratoire d'histocompatibilité. Et je vous recommande son excellent livre « L'alimentation ou la troisième médecine ». Jean Seignalais a eu l'intuition géniale de faire le lien entre l'alimentation, la barrière intestinale et toute une série de pathologies chroniques, notamment les maladies auto-immunes. Pour résumer, les aliments vont être transformés en nutriments par notre tube digestif. Ils vont ensuite traverser la barrière intestinale pour passer dans la circulation et arriver dans nos cellules où ils vont être utilisés comme source d'énergie ou comme matériaux de construction. D'où l'importance d'avoir une barrière intestinale de qualité. La cause principale du développement des hypersensibilités alimentaires est un dysfonctionnement de la barrière intestinale. Voyons les choses en détail. Les aliments, et notamment les protéines, arrivent dans l'intestin sous forme de longues chaînes ramifiées. De l'autre côté, nous avons la barrière intestinale constituée d'une couche d'entérocytes, les cellules de l'intestin, comme vous pouvez le voir sur ce dessin, sont parfaitement collées entre elles, d'une couche de mucus qui va intervenir un peu comme un filet, et d'une couche de bactéries appartenant à la flore intestinale saprophyte. Tout ça constitue une barrière relativement étanche, et pour que notre macromolécule traverse cette membrane, elle va devoir être découpée par les enzymes digestives. Pour reprendre l'exemple des protéines, elles vont être découpées en acides aminés qui vont pénétrer dans la cellule intestinale avant de passer dans le sang. Quand la barrière intestinale est en bon état, la perméabilité est sélective, permettant l'absorption de certaines macromolécules, comme des médicaments par exemple. Par contre, quand la barrière intestinale est altérée, les cellules deviennent disjointes. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, en anglais leaky gut syndrome. Sur ce dessin, la barrière intestinale est devenue perméable, ce qui veut dire que des fragments de protéines pas complètement découpés vont pouvoir passer dans la circulation sanguine. De même, des fragments de bactéries. Ces éléments vont être reconnus comme étrangers et provoquer la fabrication d'immunoglobulines, qui sont représentées par ces espèces de petits Y sur la partie droite de votre écran. Les phénomènes inflammatoires locaux perturbent l'assimilation d'éléments indispensables, provoquant des carences ou des déficits. Alors, bien entendu, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi la barrière intestinale devient-elle hyperperméable ? Eh bien, différents mécanismes sont en jeu, comme les perturbations de la flore intestinale, les phénomènes d'ischémie-reperfusion, le rôle du gluten, le rôle des médicaments, notamment anti-inflammatoires et cortisone, et l'arrivée dans l'intestin d'aliments mal digérés. On va revenir en détail sur ces différents mécanismes. Commençons par les perturbations de la flore intestinale, qui vont avoir différentes origines. Tout d'abord, le mode de naissance, notamment la naissance par césarienne. Normalement, lors d'un accouchement par voie basse, le bébé ingère les sécrétions vaginales de la maman
qui vont lui permettre de constituer sa propre flore intestinale. Lors d'un accouchement par césarienne, la première flore avec laquelle le bébé est en contact, c'est la flore du bloc opératoire, ce qui est loin d'être idéal. Heureusement, une nouvelle méthode a été mise au point. Elle consiste tout simplement à badigeonner le bébé avec une compresse imbibée des sécrétions vaginales de la maman. Autre cause, les antibiotiques, surtout ceux qui sont administrés avant l'âge de 2 ans. Donc, faites très attention aux traitements répétés par antibiotiques chez le nourrisson. Cela peut créer vraiment des déséquilibres importants de sa flore intestinale. Les déséquilibres alimentaires avec, par exemple, un excès de glucides ou un excès de protéines qui vont déséquilibrer la flore. Et bien sûr, toutes les pathologies microbiennes comme les salmonelles, la typhoïde, les amibes, les candidoses. Voyons ensuite le phénomène d'ischémie-reperfusion. Vous me demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez bien, celui de l'infarctus du myocarde. En fait, lors d'un infarctus, la majorité des dégâts ne se produit pas au moment où la circulation est interrompue, mais au moment où elle est rétablie, à cause d'un afflux de radicaux libres qui vont détruire les cellules cardiaques. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'intestin des athlètes d'endurance. Au cours d'un exercice de longue durée, classiquement pour un marathon et pour des distances plus longues que le marathon, toute la circulation est déviée vers les muscles et l'intestin est en quelque sorte shunté, sous-perfusé. Après la séance, l'irrigation revient brutalement et il se produit le même phénomène que lors d'un infarctus du myocarde, provoquant des lésions de la paroi intestinale et des micro-hémorragies. Les médecins du sport et les marathoniens eux-mêmes connaissent bien les phénomènes d'anémie du marathonien. Parlons maintenant du rôle du gluten. Nous y reviendrons dans une autre formation, mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est qu'il existe 3 pathologies totalement différentes: la maladie cœliaque, l'allergie au blé et l'intolérance au gluten non cœliaque, et c'est cette dernière qui nous intéresse dans cette formation. D'après le professeur Fasano, le gluten favoriserait une modification de la flore intestinale avec fabrication excessive de lipopolysaccharides. Au même titre que la gliadine, la molécule responsable de la maladie cœliaque, les lipopolysaccharides stimuleraient la production de zonuline, qui est une enzyme qui provoque le relâchement des liens entre les entérocytes. Parlons maintenant du rôle des médicaments. On parle beaucoup des effets nocifs des anti-inflammatoires et de la cortisone sur l'estomac. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces molécules ont également un effet négatif sur la barrière intestinale et sont source de perméabilité. Autre élément important, la qualité de la digestion. En cas de mastication insuffisante, parce qu'on mange trop vite ou parce qu'on a une dentition défectueuse, ou si on prend des médicaments antiacides qui empêchent l'estomac de faire correctement son travail, on se retrouve avec des aliments mal découpés qui arrivent pratiquement tels quels au niveau de l'intestin. Alors je vous laisse imaginer ce qui se passe lorsque le patient reçoit en même temps des IPP pour protéger son estomac des effets négatifs des anti-inflammatoires. C'est un peu la double peine. Enfin, reprenons le cas particulier des sportifs. En fait, ils cumulent les facteurs de risque. Les phénomènes d'ischémie-reperfusion, les chocs répétés qui agressent également leur intestin, les anti-inflammatoires s'ils souffrent de tendinite,
avec ou sans IPP, la fameuse pasta party pour faire le plein de gluten avant la compétition. Dans une prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les conséquences de cette hyperperméabilité et les liens entre hypersensibilité alimentaire et pathologie chronique. À bientôt.